des choses régulièrement faites, doivent être bien faites, parce que les gens sont supposés avoir de l'expérience. Et alors je dis, est-ce qu'il n'y a pas de traîtres dans notre camp? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent avec l'opposition scientifique pour saper l'action de développement dans les que nous camps sommes en train de présidentiels? C'est M. Pascal Oukengwa qui l'a dit. Maître Yves Mouikassa, votre lecture sur cette affaire qui est un peu rocambolesque, qui pour le moment divise les Congolais avec ses répercussions, ses ramifications fâcheuses déjà au niveau de nos diplomaties à l'étranger. C'est vraiment le cœur lourd que je vais intervenir sur ce sujet macabre. Et on aurait eu intérêt à débattre des choses plus positives, parce qu'en tant que Congolais, je suis touché dans ma chair, dans mon âme, par cette chose qui s'est faite, malheureusement de la manière que nous déplorons tous. J'apprécie à sa juste valeur l'allocution du gouverneur, qui, à chaque fois qu'il y a eu des occasions critiques dans la ville, s'est quand même levé pour essayer de rassembler les gens au-delà des clivages politiques, et nous apprécions cela. Mais nous devons aussi avoir l'honnêteté de dire que lorsqu'on ne sait pas faire le bilan de ce qui se passe dans notre maison, ça ne va pas. Quand il y a de la puanteur dans la maison, on ne doit pas se boucher les oreilles. On doit chercher ça vient d'où. Les nez ou les autres? Les nez, merci beaucoup. Une des tares de notre société congolaise, c'est que nous pensons que le respect des droits de l'homme est une chose que nous avons importée de l'Occident. Le respect des droits de l'homme ne vient pas de l'Occident. Moi, je me souviens, nous avons étudié, nous qui avons fait les littéraires, en philosophie, on nous parlait du Bantou qui est panvitaliste. Ça veut dire quelqu'un qui aime la vie, qui a la culture de la vie. Le Muntu que nous sommes. Je sais aussi qu'avant même la Magna Carta de 1250, qui est la source même des droits de l'homme en Occident, en Afrique, il y avait ce qu'on appelle la charte du Mandingue, qui déjà au XIe siècle faisait la promotion du respect des droits de l'homme. Oui, mais qui a été quand même griffonné à l'époque par certaines personnes. Et ce sont des valeurs intrinsèques à notre culture. Le respect de la vie, le respect des droits fondamentaux. Au-delà de tout ce qui est débat politique qui entoure, toute polémique qui entoure cette situation tragique, il y a une constante. Et cette constante est celle qui veut que certains ont tendance à banaliser un peu la chose, ou en tout cas à en amoindrir les effets, en utilisant les mots tellement honnis par mon frère Willy Benza, indigent. Si vous prenez votre Larousse ou votre micro Robert, cherchez le mot indigent, il est synonyme de pauvre. Nous voulons simplement dire que ces gens étaient enterrés de cette manière-là parce qu'ils sont pauvres. Et lorsque j'utilise le mot pauvre, on sent le poids de cette chose. Dans un pays comme le nôtre, un pays qui se veut démocratique, un pays qui se veut fort, un pays qui se dit émergent dans les années qui viennent, que les gens soient encore incapables économiquement de pleurer leur mort dans la décence et de les enterrer en toute dignité. Le Congolais n'a pas les moyens de payer les minervales de ses enfants. Le Congolais n'a pas le moyen de se procurer des soins de santé adéquats. Passez dans des hôpitaux, vous verrez combien de femmes qui viennent d'accoucher sont retenues parce qu'elles ne peuvent pas payer une facture de 10 000, de 15 000, de 20 000 francs congolais. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que plus de 423 familles dans ce pays n'ont pas les moyens d'enterrer décemment leurs morts. C'est triste. Un pays aux ressources infinies, un pays convoité par tant de gens, un pays dont les louanges sont chantées à bout de champ par tous les clivages politiques. 425 familles incapables de donner une sépulture normale, digne à leur mort. Ça nous montre à suffisance dans quel état le pays vit. Au-delà du fait qu'il y ait une enquête indépendante qui établisse s'il y a responsabilité pénale ou pas,
ces personnes ont été tuées ou pas. Là n'est pas la question. Nous devons attendre le rapport des commissions d'enquête pour savoir si effectivement ces gens ont été tués ou ce sont des morts naturelles. Mais le problème à ce stade, c'est que nous devrions nous poser la question. Pourquoi 425 familles congolaises ne peuvent pas enterrer leurs morts dignement? Ça veut dire que quelque part, il y a un dysfonctionnement dans la répartition des revenus de ce pays. Il y a d'une part des élites qui ont tout, et il y a d'autre part une classe néoprolétarienne qui n'a rien, qui n'a même pas de quoi se payer un sépulcre. Et qui abandonne ses cadavres. Si il est vrai que ces cadavres ont été abandonnés, vous pensez-vous que ces familles ont abandonné ces cadavres parce qu'ils ne les aimaient pas? Ou c'est comme toutes ces femmes et toutes ces personnes que nous retrouvons retenues dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de quoi payer? Certaines personnes ont certainement abandonné les cadavres parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer pour lever leurs morts. Tel est le vrai problème. Et qu'est-ce qui doit être fait pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus dans un pays moderne comme le nôtre? Voilà pourquoi dans des pays qui sont démocratiques et civilisés, il y a des services de l'État qui ont pour vocation à colmater ces brèches-là. Lorsqu'il y a des familles qui ne sont pas capables financièrement d'enterrer leurs morts, l'État prend en charge ces choses. La vraie question, la vraie douleur, à mon sens, se situe à ce stade-là. On ne devrait plus, 55 ans après l'indépendance, trouver dans ces pays des familles qui n'arrivent même pas à enterrer leurs morts. Le Congo a un vrai problème social et c'est ce problème-là auquel nous devons faire face. Merci beaucoup, Maître Yves Mouikassa. C'est maintenant le temps de réaction. Professeur Omeonga du PRP, oui. Après ces premiers tours des tables, avez-vous encore d'autres impressions? Non, je pense que 2 minutes seulement. Oui. Pour moi, je pense que, à un moment donné, j'étais un peu malheureux. Heureusement, je me suis rendu compte que tout le monde s'est dirigé vers moi, parce que tout le monde a cru maladresse. Tout le monde reconnaît la maladresse. Ce n'est pas parce qu'on est de la majorité qu'on ne peut pas commettre une faute politique. Ça, c'est pas tout ailleurs. On ne peut pas faire un régime de 2 ans, 4 ans, 15 ans, sans qu'il y ait des maladresses politiques. Lorsqu'on reconnaît ça à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas tel, on n'aime pas tel. Mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est Kabylie, il a fait beaucoup pour la majorité. Mais hier, moi, je l'avais suivi la nuit. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Nalingaki moi commission moko pona ye bambemba ezalaki wapi? Parce que Kinois, cause de la enterrer dans ce sens-là. Il y a un dysfonctionnement voilà. quelque part. Ça, c'est le gouverneur de la ville qui l'a dit. Avant que je n'ai pas de maladresse. Il a plus de poids de moi, à la majorité que moi. Moi, ce n'est pas la réflexion d'un homme scientifique. J'ai dit maladresse pour la modestie. Pour dire qu'on peut commettre des maladresses, même on est dans la majorité, mais on est responsable. C'est pourquoi j'ai appelé à la responsabilité des gens qui sont dans la majorité, qui gouvernent, que nous devons être vigilants jusqu'au bout, à la fin du mandat, qu'on ne soit pas distraits et qu'on nous en perde des épines sous les pieds, pour que les bilans que nous bientôt nous allons défendre soient attachés de certaines choses. Les problèmes de droits de l'homme, ce n'est pas un problème si minime. Et qu'on peut nous avoir pour ça, parce qu'on est à la fin de l'année, nous devons faire, faire le compte de notre mandat. De 10 ans, 5 ans. Nous devons rendre compte de ça. Et que voilà maintenant, on nous appelle des droits de l'homme, 400. Ça fait mal quand quelqu'un dit 400. Quand il y a des mouvements en Europe ou en Belgique ou en Paris, c'est dans ce sens-là que l'homme, il est né nu et c'est à partir de là qu'on le protège. On ne le protège pas parce qu'il est riche ou pauvre, mais on protège quelqu'un qui est là, c'est-à-dire qu'il est une personne humaine. Et là, ce n'est pas de la majorité comme de l'opposition. C'est pourquoi je dis non, il y a des maladresses, pédagogiquement, il ne faut pas que ça répète, comme a dit Maître Mensa. C'est-à-dire que nous devons être vigilants. Alors, et pour rejoindre Pascal, il a dit à un moment donné, moi, je l'ai dit entre les lignes, mais parfois d'autres parlent franchement. On ne sait jamais comment on peut. Nous sommes dans un moment où ça devient difficile de savoir qui est pour qui est pour qui. Parce qu'on est toujours vers la fin. Et toujours vers la fin du mandat, c'est toujours comme ça. Il a raison de le dire. Que les couples viennent de n'importe où pour saboter, pour les gens, on ne sait plus. C'est pourquoi j'ai parlé de la vigilance. Quand je parle de la vigilance, ça dit que je parle d'une manière globale. Je ne veux pas dire que, bon, voilà, tel peut me trahir, tel peut me trahir. On n'est pas dans les mêmes valeurs idéologiques, des PRP, des choses comme ça, parce que maintenant c'est un peu de tout, et qu'on ne peut plus regarder dans la même direction. Donc, c'est très compliqué. La majorité s'en